Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Nous continuons la thématique création d'entreprise et comment déterminer le régime fiscal afférent à votre activité lors de la création, donc soit un régime de bénéfice industriel et commercial, bénéfice non commercial ou bénéfice agricole. Nous allons voir tous les critères de détermination pour savoir comment votre activité est imposée. On va commencer avec les bénéfices industriels et commerciaux. Donc il faut savoir que l'entrepreneur individuel qui fait des bénéfices qui proviennent d'une profession commerciale ou d'une activité assimilée, lorsque celui-ci est une personne physique ou qu'il exerce son activité par une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, sera soumis au régime des BIC. Alors on va voir qu'il y a plusieurs possibilités d'être considéré comme une activité de bénéfices industriels et commercial. Donc tout d'abord, c'est les activités commerciales par nature, donc c'est tous les bénéfices réalisés par les personnes physiques provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. D'ailleurs, il faut savoir qu'on va viser l'accomplissement à titre professionnel d'opérations ayant le caractère d'acte de commerce en application des dispositions du Code de commerce et qui caractérisent l'exercice d'une activité commerciale sur le plan fiscal. Pour être considéré avoir une profession commerciale, il faut l'accomplissement d'opérations à titre habituel pour leur propre compte et dans un but lucratif. On peut donc, au niveau de la profession commerciale, on peut citer l'achat de matières ou marchandises en vue de la revente en l'état ou après transformation, l'achat d'objets en vue de les louer, la fourniture de logements ou de nourriture, par exemple en hôtellerie ou en restauration, l'agence d'affaires en publicité voyage ou la sous-traitance. Pour les activités industrielles, on peut viser les industries de transformation, les industries extractives ou minières, les industries de transport, les entreprises de manutention, magasinage ou la production ou vente d'énergie par les personnes physiques. Et pour ce qui est activité artisanale, il faut savoir que sont considérés comme artisans les travailleurs indépendants qui exercent une activité manuelle exigeant une certaine qualification acquise notamment à la suite d'un apprentissage et qui, grâce à cet apprentissage, vont mettre en valeur leur travail. Il faut également savoir qu'ils sont assimilés à des artisans certains petits exploitants de petits commerces ou de petites entreprises. D'ailleurs, une petite précision pour ceux qui feraient du commerce sur Internet et qui seraient particuliers. Il faut savoir que les particuliers peuvent vendre des produits sur Internet. Néanmoins, selon les dispositions du Code de commerce, il faut savoir que vont être considérés comme commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Dans ce cas-là, il est possible d'avoir une requalification en activité commerciale des actes de vente de particuliers lorsque ceux-ci sont réguliers et que l'importance des actes montre qu'ils effectuent en fait l'exercice d'une activité professionnelle. Ainsi, dès qu'on va voir qu'il y a un accomplissement habituel par des personnes physiques d'opérations de nature commerciale pour leur propre compte et dans un but lucratif, on pourra avoir une requalification en activité professionnelle. Et il faut savoir même que la condition d'habitude n'est pas nécessairement liée à une répétition fréquente de même opération, puisque même si on a des actes de commerce peu nombreux mais qui vont être périodiques, sur une période assez longue, on va pouvoir caractériser une activité professionnelle. Alors à côté des activités commerciales par nature, on a aussi les activités réputées commerciales. Donc là c'est le Code général des impôts qui nous donne une liste. On va voir tous les bénéfices réalisés par les concessionnaires de mines, certains profits immobiliers, notamment les profits provenant sur des opérations de construction, les activités de location d'établissements industriels et commerciaux équipés, ou certains profits sur instruments financiers à terme réalisés par des opérateurs professionnels qui auront opté pour le régime des BIC. Enfin, dernière possibilité d'être qualifié en tant que bénéfices industriels et commerciaux, c'est les activités de location, puisque de manière générale, toutes les activités d'achat de biens mobiliers en vue de les louer, type matériel, outillage ou autre objet, va constituer une activité commerciale relevant des BIC. On a aussi les revenus tirés de la location d'immeubles nus, qui entrent en principe dans la catégorie des revenus fonciers, mais qui vont pouvoir relever des BIC si les immeubles loués figurent à l'actif de l'entreprise. Donc on va viser par exemple le cas des immeubles non utilisés pour l'exercice professionnel de l'exploitant. Et lorsque cette location est consentie à une entreprise commerciale, il va constituer pour le bailleur le moyen de participer effectivement à la gestion en résultat de l'entreprise locataire, compte tenu du mode de fixation du loyer. Par contre, tout ce qui est sous-location d'immeubles nus va constituer une activité imposable dans la catégorie des BNC. On a aussi la location ou la sous-location en meublé de locaux d'habitation, donc type maison, chambre, appartement. Donc là, on va relever des BIC. Également, lorsqu'on va faire de la location de box ou d'emplacement pour le garage de voiture, lorsque cette location va être assortie de certaines prestations, par exemple lavage, entretien, distribution d'essence, puisque à l'inverse, on aura un revenu foncier, quand il n'y aura pas de prestation de service, autre qu'un simple gardiennage. Ou alors, on va être considéré en matière de BIC si on fait de la location-gérance de fonds de commerce. Mais comme on l'a dit au tout début, il faut savoir que la forme de l'exploitation importe guère, puisque qu'on soit exploitant individuel pour son propre compte ou alors qu'on soit membre d'une société de personnes, à partir du moment où la société va exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, dans ce cas-là, on sera
soumis aux règles BIC. Et pour préciser en matière de territorialité de l'impôt, comme là on est en matière d'impôt sur le revenu, si la personne a son domicile fiscal en France, elle est en principe imposable en France sur l'ensemble de ses bénéfices industriels et commerciaux qu'elle va réaliser, qu'ils soient de source française ou étrangère. Après, pour les bénéfices de source étrangère, il faudra quand même apprécier l'imposition effective en application de la convention fiscale, qui peut réserver au pays de réalisation des bénéfices l'imposition de ces bénéfices. Et si ces bénéfices en application de la convention sont quand même imposables en France, il faudra savoir que dans ce cas-là, les résultats des exploitations étrangères devront être déclarés séparément et déterminés seulement sous un régime de bénéfices réels et non pas micro. Enfin, si vous êtes domicilié hors de France, vos bénéfices de source française sont en principe imposables en France. Donc vous êtes imposable sur tous vos résultats des exploitations commerciales, industrielles ou artisanales, sauf disposition contraire dans la convention fiscale, qui vous est propre. Ensuite, je ne vais pas détailler le fonctionnement de l'imposition en matière de BIC, mais il faut savoir que vous êtes soumis à l'impôt sur le revenu, que les bénéfices que vous allez réaliser vont être totalisés avec vos autres revenus pour former votre revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, et qu'à ce titre, vous êtes soumis au prélèvement à la source sous forme d'acompte mensuel ou trimestriel. Je vous renvoie d'ailleurs à nos autres vidéos sur la fiscalité des entrepreneurs individuels. On peut passer maintenant aux bénéfices non commerciaux. Donc là, on rentre dans une autre catégorie d'imposition. Donc on va viser les bénéfices des professions libérales proprement dites, les produits de charge et d'office et les profits qui ne relèvent d'aucune autre catégorie. Donc au titre des bénéfices des professions libérales, il faut savoir que c'est les professions qui sont exercées à titre habituel de manière indépendante et sous leur propre responsabilité. On vise les activités de nature généralement civile qui ont pour objet d'assurer dans l'intérêt du client ou du public des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant. On vise par principe les activités type médecin, dentiste, kinésithérapeute, vétérinaire, avocat, expert comptable, architecte, géomètre expert, ingénieur conseil ou concepteur de logiciels. À côté des bénéfices des professions libérales, on a aussi tous les produits des charges et des offices, sauf lorsque leur titulaire a la qualité de commerçant. Dans ce cas-là, on vise les officiers publics et ministériels, type avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les notaires, les huissiers, les greffiers ou les commissaires-priseurs. Enfin, il convient de préciser que sont également assimilés à des BNC tous les profits qui vont provenir de toute occupation, exploitation lucrative ou source de profit qui vont ne se rattacher à aucune autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Mais il faut préciser que l'administration ne peut pas imposer des revenus qui sont non dénommés ou des profits de type divers que si cette source de profit ou revenu, qui peut parfois être accidentelle ou occasionnelle, est susceptible de renouvellement et si elle peut établir que c'est des profits qui sont tirés d'une activité qui peuvent entrer dans le champ des BNC. Alors, au titre des activités diverses, on peut viser les revenus d'agents commerciaux, de guérisseurs, de cartomanciennes, les revenus des prostituées, tous les revenus qui auraient un caractère illicite, également les revenus provenant de la sous-location d'immeubles nus, également les sommes encaissées par des particuliers qui vont rémunérer à proprement parler une activité ou un service rendu, puisqu'il faut quand même savoir que si un particulier encaisse certaines sommes, elles ne seront pas imposables si elles ne rémunèrent pas une activité ou un service rendu. Et concernant les jeux de hasard, il faut savoir que sauf cas exceptionnel de fraude, tous les gains qui vont être réalisés à l'occasion de la participation, même à titre habituel, à des jeux de hasard ou à des paris sur les courses, ne sont pas taxés. Néanmoins, vont être taxés dans la catégorie des BNC tous les gains réalisés par les joueurs de poker professionnels ou qui sont retirés de la pratique habituelle du jeu de poker. En effet, puisque pour les joueurs professionnels, les gains qui sont réalisés sont en fait réalisés dans des conditions qui permettent de supprimer ou d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent au jeu de hasard, grâce à leur stratégie et à l'habileté requise pour la pratique. Et enfin, pour terminer, au titre des BNC, il y a des activités qui sont expressément visées par la loi, puisqu'ils ont des modalités spécifiques d'imposition. On peut viser les droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs, certains produits de propriété intellectuelle perçus par les inventeurs, certaines opérations de bourse effectuées dans des conditions caractérisant l'exercice d'une activité professionnelle, ou même les sommes et indemnités perçues par les juges ou arbitres sportifs. Comme en matière de BIC, en matière de territorialité, il faut savoir que si vous êtes résident fiscal en France, vous êtes imposable sur vos revenus de source française ou étrangère, sous réserve des dispositions des conventions internationales pour les revenus de source étrangère. Alors que si vous êtes domicilié hors de France, vous ne serez imposable en France que sur vos revenus non commerciaux de source française. Et il faudra également regarder les dispositions conventionnelles pour apprécier le cas échéant le lieu d'imposition de vos revenus.
Et pour ce qui est des bénéfices agricoles, on peut considérer que sont des bénéfices agricoles en matière d'impôt sur le revenu, tous les revenus que l'exploitation de biens ruraux va procurer soit aux fermiers, aux métayers, soit aux propriétaires exploitants eux-mêmes. On vise d'une manière générale tous les bénéfices de l'exploitation agricole retirés de la vente ou de la consommation des produits de tout terrain propre à la culture ou des produits de l'élevage, tous les profits qui vont provenir de la production forestière, champignonnière ou des revenus provenant de la vente de biomasse ou de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. Il y a aussi les profits des éleveurs d'animaux de toute espèce qui seront considérés comme des bénéfices agricoles, tout en sachant que les activités de location d'animaux vont présenter un caractère commercial. Il en est de même pour la prise en pension ou du gardiennage d'animaux, même si l'entretien des animaux est assuré par les produits de l'exploitation. Et enfin, sont considérés comme bénéfices agricoles les activités équestres pour les éleveurs de chevaux ou pour les activités de préparation comme le dressage ou d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du spectacle, même si l'activité est exercée par un salarié et sans qu'il soit nécessaire de détenir une licence ou une autorisation d'entraîner. Il en est de même pour les centres équestres ou les résultats provenant de l'activité de prise en pension de chevaux. Alors, il faut savoir que les personnes imposables au titre des bénéfices agricoles seront les seuls contribuables qui ont mis en valeur les biens ruraux. Ainsi, on vise les propriétaires exploitants en cas d'exploitation directe par les propriétaires ou par du personnel qui fait travailler pour son compte. Ou alors on vise les fermiers si les terres sont données en location dans le cadre d'un bail à ferme. Et comme en matière de BIC ou de BNC, cette activité peut également s'effectuer sous forme de société de personnes soumises à l'impôt sur le revenu. Et comme en matière de BIC ou de BNC, si le contribuable est fiscalement domicilié en France, il va être en principe imposable sur l'ensemble de ses activités agricoles, qu'ils soient de source française ou étrangère. Néanmoins, pour les bénéfices étrangers, il faudra regarder dans la convention fiscale s'il n'y a pas des dispositions contraires. Et lorsque le contribuable est domicilié hors de France, il sera en principe imposable en France sur ses bénéfices d'exploitation agricole, situés en France, sauf dispositions contraires dans la convention fiscale, propre à votre situation. Et bien sûr, ces revenus de bénéfices agricoles vont s'additionner avec vos autres revenus pour former votre revenu global soumis à l'impôt sur le revenu, et vous êtes également soumis au prélèvement à la source sous la forme d'acompte mensuel ou trimestriel, comme en matière de BIC ou BNC. On a vu les principes et les critères pour savoir si on est en BIC, BNC ou bénéfices agricoles, mais parfois on peut être un peu à la limite et il est un peu compliqué de savoir exactement dans quelle catégorie on rentre. Donc c'est l'administration et la jurisprudence qui vont préciser certains critères à retenir pour distinguer entre BIC, BNC, bénéfices agricoles, parfois même traitement et salaire ou revenus fonciers. Par exemple, si on veut parler de frontières entre BNC ou salaire, ou alors entre BIC et salaire, on va regarder si la personne est en situation de subordination vis-à-vis d'un employeur, qu'il soit privé ou public. En effet, on va regarder si vis-à-vis de l'employeur ou d'une personne, si on est soumis à un employeur ou une personne par contrat écrit ou tacite. On va regarder dans quelles conditions le travail est effectué ou quel degré de dépendance économique vis-à-vis de l'employeur et du mode de rémunération on a. Ensuite, si on veut distinguer par exemple entre BIC et BNC, on va regarder l'importance de la main-d'œuvre employée, les moyens matériels utilisés ou les capitaux investis pour différencier si l'activité procède plus d'une spéculation que sur l'exercice d'un art ou d'une science. On a également par exemple en matière de BIC ou de revenus fonciers, on peut regarder si l'exploitant, par exemple, a choisi de maintenir dans son patrimoine privé des immeubles qu'il affecte à son activité industrielle, commerciale ou artisanale, qui, dans ce cas-là, lui, il pourra s'allouer un loyer déductible de son résultat professionnel, mais ce loyer sera imposable dans la catégorie des revenus fonciers. Et également, avec les limites, par exemple, en matière de BIC et bénéfices agricoles, parfois, il faut savoir que les revenus qui vont provenir d'activités extra-agricoles, donc qui ne sont pas dans le prolongement normal de l'agriculture, vont pouvoir être imposés sous la forme de BIC, dès lors que l'activité, par exemple, procède en plus de son activité agricole à la vente de produits qui ne proviennent pas de son exploitation, ou si l'exploitant réalise des opérations qui ne se rattachent pas à la vente de produits récoltés. Enfin, lorsque l'entrepreneur individuel va réaliser plusieurs activités en même temps, il faut savoir dans quelle catégorie d'imposition vont être imposées ces activités. Le principe est que lorsque un contribuable va percevoir à la fois des bénéfices par exemple non commerciaux et des bénéfices commerciaux, chaque type de revenu va être imposé distinctement dans la catégorie qui lui est propre. Néanmoins, si la deuxième activité peut être considérée comme à titre accessoire, elle va être prise en compte dans les résultats des bénéfices principaux. Et dans ce cas-là, il faut bien que les opérations accessoires soient un simple prolongement, une simple extension de l'activité à titre principal. À défaut, on aura une imposition de chaque revenu dans la catégorie propre de leur activité. Pour préciser sur la règle de cumul des activités et des revenus, il faut que l'activité principale soit prépondérante et qu'il y ait un lien étroit entre l'activité principale et l'autre activité. Par exemple, si l'activité principale est une activité commerciale, il faut qu'il y ait un lien étroit avec l'activité agricole ou non commerciale pour qu'elle soit considérée comme accessoire.
Sur le caractère prépondérant, en fait, on va tenir compte des conditions d'exploitation de l'activité et ça sera du cas par cas qui va être fait compte tenu des activités propres. Souvent, on va regarder des critères financiers tels que le chiffre d'affaires, même s'il n'y a pas un seuil précis qui va permettre de déterminer si on est dans une activité accessoire ou une activité distincte. La jurisprudence peut aussi regarder sur des critères physiques pour regarder si c'est une activité prépondérante, si c'est une activité accessoire ou une activité distincte. Par exemple, comme le nombre d'animaux achetés et revendus par des négociants éleveurs. Et sur le critère de lien étroit entre les deux activités, il faut regarder si les deux activités sont économiquement intégrées. Ça peut résulter lorsque l'une est le prolongement de l'autre par une confusion de clientèle ou de moyens d'exploitation. Mais également s'il y a un volume d'affaires commun entre les deux activités. Et enfin, une petite précision en matière de bénéfices agricoles. Il faut savoir que si on a des bénéfices agricoles à titre prépondérant et qu'on a d'autres revenus accessoires, on pourra rester dans une imposition totale en matière de bénéfices agricoles si la moyenne des recettes accessoires des 3 années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice n'excède ni 50% de la moyenne des recettes agricoles appréciées sur la même période, ni 100 000 €, remboursement de frais inclus et taxes comprises. Nous en avons terminé avec les critères d'appréciation de l'activité professionnelle, donc en matière de BIC, BNC et bénéfices agricoles. Nous vous invitons à liker la vidéo et à la partager au plus grand nombre, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez nous laisser en commentaire toutes vos questions à ce sujet pour que nous puissions vous répondre le plus rapidement possible.